Un véritable miracle pour commencer. Un homme a survécu après s'être jeté dans les chutes du Niagara, un plongeon à plus de 50 mètres de hauteur et qui fait de lui le 4e homme de l'histoire à ressortir vivant de ces eaux. Elles sont connues pour leur puissance. Plus de 2 millions de litres d'eau se brisent ici à chaque seconde. Une chute vertigineuse de près de 60 mètres à laquelle a survécu cet homme. Lundi, il s'est jeté dans le vide pour mettre fin à ses jours, semble-t-il, mais fait exceptionnel. Il n'est que légèrement blessé. C'est par lui-même qu'il rejoint la berge. Évidemment, il souffrait. Son dos et sa tête sont largement entaillés. Certaines de ses côtes sont cassées. Mais surtout, il était en hypothermie et très choqué, incapable de s'exprimer clairement. Pour le secourir, les pompiers des chutes du Niagara mettent en place d'importants moyens. Après 2 heures, dans des conditions périlleuses, le trentenaire est remonté à l'aide d'un treuil. Héliporté à l'hôpital voisin, il reste aujourd'hui en observation. Ce serait le 4e homme à survivre à une telle chute. L'Égypte aux urnes ce mercredi pour la première présidentielle depuis la chute de Moubarak. Plus de 50 millions d'électeurs sont appelés à choisir leur prochain chef d'État parmi 12 candidats en lice. Un scrutin historique dont le résultat n'est pour la première fois pas connu d'avance. Nous avons le choix et j'espère que ce choix va refléter ce dont nous avons besoin pour l'avenir, pour les prochaines années. Et nous ne pouvons qu'espérer le meilleur. Tout le monde est très content. Enfin, nous pouvons choisir. J'espère que notre choix et notre opinion seront respectés et que le résultat sera démocratique. De longues files d'attente se sont formées devant les bureaux de vote un peu partout dans le pays. Au Caire, un policier a été tué devant l'un de ces bureaux. Il aurait été mortellement touché par des tirs échangés entre partisans de 2 candidats. Il s'agit du premier incident grave depuis l'ouverture du scrutin présidentiel. À Montréal, c'est une véritable marée humaine qui a envahi les rues de la ville mardi pour protester contre la loi Matraque. Cette loi spéciale qui réduit considérablement le droit de manifester. Elle a été adoptée vendredi pour encadrer les manifestations étudiantes contre la hausse des droits de scolarité. Un conflit qui est entré dans son 100e jour. Un défilé bon enfant qui a rassemblé des Montréalais de tous âges et sans véritable incident est soutenu un peu partout dans le monde. Je pense que le mouvement aujourd'hui, il y a des manifestations à New York, il y a des manifestations à Paris, il y a des manifestations à Vancouver. Ce soir, je discutais avec les gens en Russie, j'étais ce midi en Suisse. Donc je pense que la popularité du mouvement est rendue internationale. Quelques heures plus tard, les forces de l'ordre ont dispersé à coups de matraque et de grenades assourdissantes une autre manifestation. Une 50aine de personnes auraient été arrêtées. Un vol Paris-Charlotte aux États-Unis dérouté ce mercredi à cause d'une passagère française. La jeune femme au comportement suspect a indiqué à l'équipage avoir une bombe implantée de façon chirurgicale dans le corps. L'avion de la compagnie US Airways a été contraint de se poser à Bangor dans le Maine. Quand le vol US Airways en provenance de Paris se pose à l'aéroport de Bangor dans le Maine, ces 179 passagers ignorent encore que leur avion vient d'être dérouté pour des raisons de sécurité. On nous a dit que l'avion manquait de carburant, qu'il fallait qu'il se pose dans le Maine. Et dès l'atterrissage, on a vu toutes ces voitures de police sur le tarmac. C'est là qu'on s'est dit qu'il devait y avoir autre chose. Quelques minutes plus tard, un passager filme la scène depuis son hublot. Une Française d'origine camerounaise escortée par le FBI. Elle vient d'être arrêtée pour comportement suspect. La jeune femme prétendait avoir un engin explosif implanté sous la peau. Pendant le vol, ils ont demandé à des docteurs de venir l'examiner pour voir si elle avait des cicatrices sur le corps, des traces d'une récente opération. Menace prise très au sérieux par l'équipage qui prévient immédiatement les autorités. 2 chasseurs F-15 décollent pour escorter le vol, comme le veut la procédure. L'avion qui faisait initialement route vers Charlotte va finalement se poser en urgence à 1700 km de là, dans le Maine. Toujours entendue par le FBI, la jeune femme est inconnue de la police française. Aucune bombe n'a été retrouvée sous sa peau, mais une expertise devra dire si elle souffrait de troubles psychiatriques ou si la passagère était tout simplement mythomane.
Il y a 20 ans, jour pour jour, le juge Falcone était assassiné en Sicile. Palerme rend hommage ce mercredi à celui qui symbolise aujourd'hui encore la lutte anti-mafia. Les commémorations ont débuté tôt, à l'aube, avec l'arrivée dans le port de ces quelques 2500 jeunes à bord de 2 paquebots baptisés Bateaux de la Légalité, barrés de 2 portraits, les visages de Falcone et Borsellino. En revoyant ces images, l'amertume des Italiens reste intacte. Il y a 20 ans, en Sicile, 1 tonne d'explosifs mafieux parvenait à éliminer le champion de la lutte anti-Cosa Nostra, sa femme et leurs 3 gardes du corps. Avec ce cratère de 10 mètres de profondeur, c'en était fini du juge Giovanni Falcone. 2 mois plus tard, son alter ego trouvait la mort à son tour, une voiture piégée en plein Palerme. Avec la disparition du juge Borsellino, la lutte contre la criminalité organisée était décapitée. Aujourd'hui, les vrais commanditaires de ces assassinats ne sont toujours pas identifiés, pensent les spécialistes. Certes, le parrain de Corleone, Toto Riina, a été arrêté. Mais la guerre anti-mafia a changé de visage. Elle est désormais financière. Calabrais et Napolitains blanchissent à l'étranger par milliards d'euros dans l'agroalimentaire ou l'immobilier. L'Italie s'est dotée d'institutions spécialisées. Mais c'est maintenant à l'Europe tout entière de s'engager dans cette lutte. Vous ne rêvez pas, ce bâtiment est bien en train de se déplacer. Il déménage sur des rails 60 mètres plus loin pour laisser plus de place à la gare de Zurich. Cette ancienne usine du 19e siècle était vouée à la démolition, mais devant la mobilisation des riverains, le nouveau propriétaire des lieux s'est lancé dans ce pari osé, réaliser le plus grand déplacement de ce type en Europe.